On ne va pas confronter la vente en ligne à la vente physique, mais on doit être capable de mieux engager à distance. C'est notre travail de marque, en fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Agora par Auréa, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font le digital commerce. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Clémentine Antunes, qui est directrice marketing et communication de Hyundai France. Bonjour Clémentine. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Très très bien. Je suis ravi que tu sois avec moi aujourd'hui pour qu'on puisse parler des enjeux de Hyundai et de plein de choses hyper intéressantes que tu as partagées avec nos auditeurs et nos auditrices. Et moi, je voulais commencer par une question brûlante que tout le monde a envie de te poser. Quelle est ta voiture ? Je roule en Hyundai Ioniq 5, 100% électrique. 100% électrique ? Exactement. Ok. Bon, très bien. Moi, je te disais avant de commencer que moi, j'ai changé de catégorie. Moi, je suis passé sur un van, mais bon, c'est une autre histoire. Je la raconterai à un autre moment. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui, Clémentine, parce que quand on a préparé ce podcast, en fait, tu m'as raconté plein de choses que tu as menées, que tu as transformées chez Hyundai, et je trouvais hyper intéressant que tu puisses les raconter. Et donc, moi, j'avais une première question pour toi qui concerne la stratégie. Je voulais savoir si tu pouvais nous parler, nous résumer un petit peu la stratégie que tu as pour Hyundai France. Alors, en quelques mots. D'abord, travailler la marque, c'est clé. Alors, Hyundai, c'est une marque que bon nombre d'entre nous commençons à découvrir, à connaître. Et puis, d'ailleurs, le H de travers avec ce logo qui représente deux hommes, en fait, qui se tiennent la main et Hyundai, en coréen, ça veut dire modernité. Derrière ça, c'est une marque qui s'est transformée. Il y a quelques années, je suis rentrée dans la marque il y a 10 ans, la première raison d'achat d'un Français pour Hyundai, c'était le bon rapport qualité-prix. Et en quelques années, avec des produits plus attirants, avec une communication pour parler de ce qu'est la marque Hyundai, on a réussi à transformer cette perception de marque et à faire en sorte que la première raison d'achat d'un Français pour Hyundai, ce soit le design. Donc finalement, la même raison d'achat que pour l'ensemble des marques généralistes. Donc tout d'un coup, on quittait en fait ce segment de marques low cost, asiatiques, arrivés par le gros SUV à l'époque Santa Fe, pour arriver vers des modèles plus consensuels, plus modernes et plus dans l'air du temps et dans les demandes de l'Européen. Ok, donc déjà, on ne dit pas Hyundai, on dit Hyundai. On dit Hyundai. On dit Hyundai. Il se trouve qu'il y a plusieurs années de cela, la marque était importée et c'était l'importateur qu'on a peut-être tous connu parce qu'il faisait beaucoup de publicité à la télé, qui prononçait le mot Hyundai. Et quand les Coréens ont pris en charge la filiale en 2012, ils ont bien dit non mais ça se prononce Hyundai. Et donc on prononce Hyundai. Et au fur et à mesure des échanges qu'on peut avoir, j'ai bon espoir que les Français prononceront tous Hyundai bientôt. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais aujourd'hui au quotidien en tant que directrice du marketing et de la marque chez Hyundai ? Quel est ton périmètre, qu'on soit bien au clair sur ce que tu fais ? Pour travailler cette marque justement dont on vient de parler, on a plusieurs territoires d'expression. Le premier, ça va être d'abord le produit. Évidemment, on bénéficie d'une stratégie R&D très puissante de la part de la maison mère. Et aujourd'hui, on propose des produits qui sont à la fois des petites voitures, des SUV, des gros SUV. On ne fait pas encore de vannes, mais de l'hybride, de l'électrique. On n'a pas fait de choix dans les technologies commercialisées. Et donc, on s'accorde à avoir des véhicules qui correspondent aux usages. La deuxième brique de notre territoire d'expression, c'est les relations presse et toute la relation que nous avons avec les key opinion leaders, donc les journalistes automobiles, les journalistes tech, les journalistes économiques, les influenceurs, les créateurs de contenu au sens large, les blogueurs qui parlent de la marque, qui parlent de nos nouveautés produits et qui parlent de la perception en fait qu'ils en ont aussi. Ensuite, on a toute la partie communication, donc plus classiquement, on va dire la publicité. Il y a 10 ans de cela, on investissait 20% en digital et 80% en télé. Et au fur et à mesure de l'innovation prise au sein des équipes marketing, du talent aussi des équipes qui ont su disrupter en fait le marché publicitaire, aujourd'hui on investit à 50-50 entre le mass média, télé et affichage, et le digital social. Et ils ont su en fait prendre en compte les diverses technos, la capacité de pouvoir mieux cibler aussi l'acheteur auto, de mieux piloter les investissements et de mesurer sur la conversion.
Et pour ça, il y a un autre pilier de la communication qui est la communication data, qui en fait là a un rôle, et on en parlera un peu plus après, a un rôle du coup à la fois de collecter, d'harmoniser, de segmenter la donnée client, et pour nous permettre d'être plus efficaces en communication média et d'en mesurer les fruits sur la vente réalisée. On a aussi le pilier CRM dans l'équipe marketing et événementiel. Donc tout ça pour composer un marketing à 360 degrés aujourd'hui, qui a pour objectif de travailler sur le long terme, la perception de la marque, la compréhension, la considération, mais aussi travailler beaucoup plus sur la conversion d'un point de vue très court terme et de soutenir le business en concession. Est-ce que l'omnicanalité, toi, c'est un sujet, c'est un terme, un concept qui existe aujourd'hui dans le monde de l'auto ? Alors, oui, mais quand on a préparé ce podcast, je te dis aussi, je resterai très humble, parce que c'est vrai que ce n'est pas encore un secteur où l'omnicanalité est au cœur de toutes nos réflexions. Il y a une chose qui est sûre, c'est que aujourd'hui, c'est de la vente intermédiaire, de la vente qui se passe par des concessions. Les gens se déplacent et achètent leur voiture en concession. Et il n'a jamais été aussi compliqué que d'acheter une voiture aujourd'hui. À la fois parce qu'il y a quelques temps, on se disait je veux une voiture soit essence, soit diesel, et je veux à peu près une voiture qui soit puissante avec tant de chevaux. Maintenant, on se dit que potentiellement, c'est une voiture hybride ou électrique ou hybride rechargeable, ou qu'en sais-je, en fait, finalement, puisque j'ai pas encore compris toutes ces motorisations. Et puis, ce sont des personnes qui peuvent acheter leur voiture comptant, mais aussi sous un crédit classique, en leasing avec option d'achat ou non. Et donc, tout ça complexifie l'acte d'achat, ce qui fait que la vente en ligne en complémentarité de la vente classique n'a pas encore pris toute sa part. Dans cet enjeu-là, malgré tout, il faut se préparer. On ne va pas confronter la vente en ligne à la vente physique, mais on doit être capable de mieux engager à distance. C'est notre travail de marque, en fait. Lorsque tu vas voir la marque en publicité, lorsque tu vas lire un article autour de la marque et que tu vas te rendre sur Hyundai.fr, alors ce que tu veux, c'est pouvoir avoir toutes les informations qui te permettent de mieux considérer dans ton acte d'achat. Donc notre enjeu, il est d'engager à distance, d'être présent sur l'ensemble des points de contact qu'un client pourrait avoir pour parler de nous, pour avoir une discussion auprès de nous, pour avoir un avis aussi sur la marque, avant même de se déplacer en point de vente. Ok, donc du coup, on est vraiment sur des parcours qui sont hybrides entre le site, des carrefours d'audience où vous allez être présent, et du coup la concession où se fait l'acte d'achat. Oui, encore majoritairement. Oui. Aujourd'hui, c'est quoi le contexte dans lequel tu évolues d'un point de vue macro, et en quoi ça rend le job peut-être plus compliqué ou différent des autres années? Pas plus compliqué. En tout cas, il est très challengeant, mais on va se dire que depuis le Covid, l'industrie automobile, elle s'est jamais arrêtée. À la fois parce qu'on a vécu, la rareté du produit, avec la crise mondiale et l'arrêt de certaines productions pendant le Covid. Puis ensuite, on a vécu la guerre en Ukraine et ses interrogations autour du prix du pétrole. Et puis, les challenges réglementaires européens, mais aussi français, qui contraignent les constructeurs, mais qui contraignent aussi les consommateurs. Donc, on n'arrête pas d'être dans une révolution continue sur la manière de pouvoir faire évoluer son business et proposer les modèles qui correspondent aux attentes des Français. On est dans un contexte où, clairement, les Français nous disent « la mobilité, c'est ma liberté ». Et donc, ils ont une défiance par rapport à toutes les réglementations qu'ils voient arriver, parce qu'ils ont l'impression, à juste titre, qu'on les contraint dans leur mobilité. Et nous, on est un acteur de cette contrainte-là, alors que pour le moment, on la subit de la même manière qu'eux. Donc tout l'enjeu, c'est aussi de leur faire considérer leur nouvel achat comme étant un achat qui est bon pour eux, parce qu'on va vous parler évidemment de posture RSE, de contraintes réglementaires pour faire baisser les niveaux de CO2 de l'Europe, c'est quand même ça le sujet. Et nous, on va leur parler en fait de plaisir de conduire, de silence à bord, d'économie sur leur recharge électrique par rapport au passage à la pompe. Et on va leur parler aussi finalement d'un petit pas pour la planète qu'ils font pour leurs enfants et puis pour eux-mêmes aussi. Et d'esthétique, puisque le design est une des raisons d'achat, Absolument. la première raison d'achat de Hyundai. Absolument.
Ok, donc naviguer avec toutes ces injonctions parfois un peu contradictoires, ça c'est quelque chose qui s'est accéléré pour toi ces dernières années ? Oui, ça s'est clairement accéléré. Je ne vais pas revenir sur le contexte politique de l'année dernière et de cette fin d'année, mais clairement, on attendait les textes et les lois de finances, qui a mis un peu de temps, qui, une fois reçus, n'étaient pas très clairs à interpréter. Ça s'accélère. Clairement. Et puis, en plus, en France, on rajoute une surcouche par rapport à la réglementation européenne et on a un gouvernement très engagé, mais engagé différemment entre l'acheteur privé, particulier, et puis l'entreprise. Donc, pour nous aussi, qui visons différents canaux de vente, on doit s'adapter. De manière extrêmement concrète, ça ressemble à quoi aujourd'hui une expérience Hyundai pour un consommateur ? L'enjeu de notre roadmap digital, c'est finalement de sortir de cette conception que le site internet est une vitrine de marque et qu'elle fait le job le plus possible. Parce que clairement, engager quelqu'un à venir découvrir un modèle en concession et faire peut-être 20 km pour rejoindre une concession Hyundai, c'est extrêmement engageant. Donc tout notre enjeu, c'est en amont de vraiment lui donner envie d'y aller et de faire l'effort. Eh bien, on travaille énormément en fait le site internet. L'objectif, c'est d'avoir en fait un parcours sans couture et que entre ce que tu as pu lire dans la presse, ce que tu as pu entendre d'un voisin ou ce que tu as pu voir à la télévision à travers un reportage ou à travers une publicité, te donne envie d'aller sur le site internet et que notre site internet t'aide dans ta prise de décision. On a mis en place tout un arbre de décision pour pouvoir guider le Français dans l'achat qui lui correspond le mieux. Tu parlais de ton van adapté à un usage. Clairement, moi, je suis un Hyundai Ioniq 5 électrique. Ça correspond à mon usage. Ça ne correspond pas à l'usage de tout le monde. Et en fait, on part de cet usage-là, de ce souhait, de ce quotidien des Français, de ce qui les anime, avant de leur pousser un modèle, un segment, une motorisation, parce que ce n'est pas ce qu'ils veulent entendre. Donc tu pars du besoin, c'est ça, du besoin du consommateur ? Absolument, de sa façon de vivre. Okay. On l'accompagne aussi avec, on lève les freins, avec tout un tas de préjugés autour de l'électrique ou autour de l'hybride, pour vraiment mieux expliquer les technologies et lever les freins à distance. On permet de réserver en ligne un essai. Et lorsque on se sent prêt, alors hop, un rapide formulaire et notre réseau est engagé à répondre à ces prospects en 1 heure. C'est une manière de travailler avec eux. Ils ont 1 heure, ils sont organisés en tant que tels pour que lorsque quelqu'un qui nous a découvert et a pris le temps d'aller sur le site internet pour réserver un essai, on le lui confirme dans l'heure. C'est-à-dire que là encore, il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas de flottement, on continue cette relation. On interagit à distance. On a du chat, on a des conseillers connectés si on veut continuer l'expérience à distance. Et si on veut se projeter sur un essai physique, alors on donne l'opportunité d'avoir un vendeur qui vous reconfirme cela et vous prenez rendez-vous en ligne. Ok, donc le test drive ou le test l'essai en concession, ça reste aujourd'hui, toi, un indicateur hyper important que tu regardes ? Oui, pour moi, c'est le Graal aujourd'hui parce que la marque n'est pas encore tellement connue que finalement, personne n'a un vrai avis sur ce qu'est la conduite à bord d'un Hyundai Tucson, à bord d'une petite citadine comme i20 ou d'une voiture électrique comme Kona. Donc, il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas beaucoup d'images. Donc, le Graal, c'est assieds-toi dedans. Je te montre à quel point elle est connectée, techno, elle est agréable et confortable. Et ensuite, tu feras ton appréciation. Mais le job est fait à ce moment-là parce que comme les gens n'ont pas une vraie connaissance d'eux, ils n'ont certainement pas testé ce qu'est la conduite à bord. Ok. Et du coup, le pendant, t'en parlais tout à l'heure, mais le pendant, ça va être la mesure du coup, et de la capacité du site à amener des visites en concession, des essais en concession. Ça, aujourd'hui, comment est-ce que tu le mesures ? Tout est mesuré. Donc, effectivement, c'est l'indicateur clé de l'équipe qui est en charge du site internet et du e-commerce en règle générale, qui est la conversion de nos visites uniques en test drive. Et puis ensuite, la requalification de ces essais en concession et la transformation en offre, puis en commande. Et tout ça, on le mesure donc du online jusqu'au offline, avec malgré tout cette contrainte que c'est de la vente intermédiaire, avec des concessionnaires qui sont des investisseurs, avec des populations de vente qui sont hétérogènes et qu'on doit impliquer de la même manière.
et on pilote l'ensemble du réseau comme cela. On a un ranking aussi des best performers et des lower performers qui finalement sont capables de mieux transformer que la moyenne des demandes d'essai en vente. On a vu, on a beaucoup entendu parler ces dernières années avec certains constructeurs qui proposaient en fait des achats 100% digitaux. Aujourd'hui, c'est quelque chose que vous faites, pas exclusivement. Vous faites pas que, vous n'avez pas évidemment pas que ce modèle de vente. Est-ce que tu peux nous partager le retour d'expérience sur cette initiative qui consiste à offrir aux consommateurs la possibilité d'acheter en ligne? Oui, comme tu l'as dit, c'est vrai que dans le passé, il y a déjà eu des tests, des pré-lancements. Il y a eu aussi des collaborations avec des acteurs de vente privée en ligne, etc. pour effectivement soit, dans un premier temps, déstocker des voitures, soit faire de l'événementiel en digital. Et malgré tout, il est encore compliqué de voir un constructeur gérer de A à Z la vente, et c'est-à-dire notamment le financement, ce qui est le plus complexe. On a mis en place donc l'année dernière une équipe de vendeurs connectés avec un studio virtuel qui maintenant est capable de gérer de A à Z la vente en ligne, c'est-à-dire la découverte du produit, la reprise potentiellement de sa voiture actuelle, puis la proposition d'un financement adapté avec les contraintes légales liées aux documents qui sont nécessaires pour qu'un financeur puisse accepter le dossier. Et ensuite, la livraison de la voiture qui peut se faire en point de vente ou alors à domicile. Ok, donc là, ça veut dire que le parcours, le consommateur, il peut acheter sa voiture 100% en ligne et il est reconnecté après, ou c'est forcément une vente assistée? Comment ça marche? Alors, en fait... On se posait au début la question de faire une vente 100% en ligne et puis lancer un petit bouton « Help me » s'il y a besoin. En fait, on se rend compte que le marché n'est pas mature aujourd'hui. Donc, on est encore dans l'exploratoire et on a besoin d'avoir de la vente assistée. Donc, c'est à un moment donné en ligne, vous rebasculez avec un vendeur par téléphone ou un vendeur en visio, vous découvrez le produit, vous avez une question, vous rebasculez sur la plateforme pour vous faire reprendre votre voiture. En fait, c'est sans couture, mais ça reste encore assisté d'un humain parce que les questions sont complexes et qu'on parle d'un achat très engageant. Et donc, il y a besoin quand même de rassurer le consommateur sur le fait qu'il y a un homme derrière, qu'il n'y a pas d'arnaque potentielle, ou s'il y a une question, la personne est capable d'y répondre et de réassurer dans le parcours d'achat. Et là, on parle de véhicules neufs, c'est ça? Alors, on parle de véhicules d'occasion pour le moment. Véhicules d'occasion qui sont revenus chez nous ou qui sont en concession. Les deux sont possibles. Donc, des véhicules qui nous sont propres, des véhicules qui appartiennent aux concessionnaires. Et l'objectif est en fait de pouvoir accélérer sur les véhicules d'occasion pour améliorer finalement le temps, la durée de rotation de nos véhicules et améliorer du coup la valeur de compétitivité sur les véhicules neufs. Okay. On a démarré ça il y a quelques mois et je suis très très fière des équipes parce que les équipes sont parvenues en quelques mois finalement à générer des ventes. Et c'était pas gagné, on partait de zéro et elles ont généré des ventes sur une population nouvelle. Au début, je m'attendais à ce qu'on parvienne à toucher des clients Hyundai en me disant finalement je suis déjà client Hyundai, je connais mon concessionnaire à côté, là c'est une voiture d'occasion qui correspond à mon budget et puis à la taille du véhicule recherché, au nombre de kilomètres possible et du coup hop je bascule sur cette voiture là en ligne, pas besoin d'aller voir tel concessionnaire. Et puis finalement non, on a une population qui est plutôt appétente à l'achat en ligne et qui du coup a cette démarche là de pouvoir acheter, réserver sa voiture et exactement celle qu'il souhaite. L'avantage du véhicule d'occasion par rapport à cet enjeu de vente en ligne, c'est que par essence, le véhicule d'occasion, il est unique. C'est-à-dire qu'a priori, si vous recherchez un Kona hybride, pas noir et dans tel budget, il n'y en a peut-être que 2 en France. Et donc, si vous habitez à Avignon, vous n'allez pas pouvoir forcément vous déplacer, vous n'avez peut-être pas envie de vous déplacer. Bon, on s'en occupe pour vous. Et du coup, donc c'est tout récent comme projet. J'avais pas ça en tête. Je pensais que c'était là depuis plus longtemps. Du coup, c'est quoi ton enseignement, toi, là, aujourd'hui, ce que tu tires de ce projet-là? C'est quoi Tu as raison, c'est assez récent parce que ça fait un petit moment qu'on y pense. Et craquer la bonne organisation, le bon partenaire entre on en parlait tout à l'heure, vente en ligne,
vente assistée à distance, une équipe, une personne, et puis l'ensemble du sans couture, c'était pas simple. L'enseignement que j'en tire, il y a la dynamique des équipes, c'est très interne. Lancer une équipe en lui disant, voilà, c'est ça l'objectif, voilà les obstacles que j'identifie, et voilà votre marge de manœuvre pour travailler dessus, ça a été génial, parce qu'on parle d'équipes en charge du commerce de véhicules d'occasion, on parle d'équipes qui sont dédiées au call center et à la qualification de lead, et donc au traitement à distance, et d'une équipe full digital qui a sa plateforme en ligne et qui reçoit du coup et qui agrège l'ensemble des véhicules à vendre. Donc mon premier enseignement, c'est que ça donne une dynamique dans l'esprit d'innovation des équipes qui doivent parler entre elles. Et elles travailleront plus jamais de la même manière après ce projet, c'est évident. Le deuxième enseignement, c'est que d'une grande idée, on se rend compte que finalement, l'achat d'une voiture, qu'est-ce que c'est complexe. Et donc, il y a un tas de tout petits sujets à gérer, comme le dernier en date, c'est et finalement, comment ça se passe pour faire la carte grise. Et ben là, il y a un service, mais du coup, il faut aussi créer le flux digital pour que ça puisse être fait en ligne, sans friction. Et en fait, c'est un tout petit sujet. Et la grande idée de « je veux acheter en ligne », autant on avait pensé à la reprise du véhicule, autant la carte grise en ligne, oui, on le sait tous, hein, mais dans le projet, on verra. Et donc, en fait, on s'est vraiment rendu compte à quel point le procès était complexe et que le zéro friction qu'on vise tous lorsqu'on fait du digital commerce, au début, il n'est pas évident. Mais du coup, je reviens aux équipes. Lorsqu'on se met dans une démarche de « OK, c'est un essai, on travaille ensemble, nous sommes des artisans ». Moi, je leur disais, au début, de toute façon, on fait avec les moyens. On n'est pas en train de parler d'un projet qui a une rentabilité positive tout de suite. Bon, on va découvrir et vous faites avec les mains que vous avez. On ne va pas commencer à créer une équipe trop chère, trop coûteuse, pas assez exploitée pour si peu de ventes. Mais du coup, ça a nécessité qu'elles mettent les mains dedans, qu'elles se rendent compte effectivement des flux techniques nécessaires pour pouvoir réaliser cela. Parfait. Donc ça, c'est une initiative de la France ? Ouais. Bon. Alors qu'on a nos Américains collègues qui, eux, ont une démarche différente avec Amazon. Mais bon, Amazon est beaucoup plus puissant aux US qu'il ne l'est en France. Et la vente en ligne et sans intermédiation a aussi sacrément de l'avance là-bas. Et ils n'ont pas aussi la notion de RGPD sur la partie financement qui les contraint autant. Mais c'est des choses qu'on regarde de près. Ils nous nourrissent beaucoup. Et souvent, ce qui apparaît aux US quelque temps avant arrive après. Donc, c'est toujours intéressant de se nourrir des expériences aussi de nos collègues. Ouais, donc, ça va faire de belles opportunités avec une synergie des canaux qui ne viennent pas forcément s'opposer. Et moi, sur ce test, j'ai une dernière question. C'est comment est-ce que les concessions et les concessionnaires, parce que du coup, vous êtes un modèle avec des concessionnaires, comment est-ce qu'ils ont pris cette initiative ? Est-ce que c'est quelque chose qui... Tu as eu une levée de bouclier là-dessus ? Est-ce que ça a plutôt été bien compris, bien accepté ? C'est pas évident. Effectivement, ils voient arriver la vente en ligne comme les petits commerçants ont vu arriver Amazon, clairement. Donc l'idée, elle n'est pas de se passer de nos concessions, parce que le consommateur, lui, il le dit, il le crie depuis l'ère du Covid, il veut consommer localement. Donc, il aime encore se déplacer en concession. Je te parlais tout à l'heure des 20 km à faire. Il y en a pour qui c'est un plaisir d'aller le week-end en concession. Et on le voit encore lorsqu'on a des moments clés, et le prochain, c'est mi-juin, des moments clés autour des portes ouvertes, où le réseau automobile est ouvert le samedi et le dimanche. On a du trafic. Donc, il y a encore une envie d'aller toucher le modèle, d'aller poser des questions à un vendeur, s'intéresser, etc. Mais on a aussi une autre population de clients qui, finalement, s'en passerait bien. Donc, ce que je dis au groupement de concessionnaires, et c'est sûr que c'est une gouvernance, donc on ne peut pas y aller comme ça sans eux et sans les interroger, sans en discuter avec eux. Ce que je leur dis, c'est qu'on a une typologie de clients qui, de toute façon, iront ailleurs pour les raisons qu'on connaît, parce qu'il y a 20 km à faire, ou parce que ce sont des gens qui sont plus appétents à l'achat en ligne que l'achat en magasin. Ce que je veux éviter, c'est ce qu'on a pu vivre et ce qu'on vit encore aujourd'hui avec certaines marques de prêt-à-porter où le digital
n'a pas réussi à sauver les magasins en proximité, et c'est pas ce que je souhaite. Maintenant, on a commencé par les véhicules d'occasion. Je te parlais du fait que les véhicules étaient uniques, donc ça correspond encore mieux à la recherche d'un consommateur qui n'est pas limité à sa zone géographique, parce qu'il cherche un véhicule qui correspond à son besoin. A priori, sur les véhicules neufs, c'est un peu différent. Je veux un Kona électrique bleu, rouge, avec telle jante ou je ne sais quoi. Bon, n'importe quel concessionnaire peut faire la configuration pour toi, le financement, te faire un essai et te le commander. Donc, c'est un peu différent que celui qui a l'unique i20 noir, kilométrage 20 000, à vendre sur le marché. Donc, c'est un peu différent. Levée de bouclier, il y en a toujours lorsqu'on parle de changement. Et les 3-4 qui ont été les premiers à recevoir les clients qui, finalement, eux, ont demandé à se faire livrer la voiture en point de vente. En concession. Incroyable. Finalement, ils n'étaient pas si mécontents que ça. Et ça leur fait un client. Et contrairement à d'autres business, dans l'automobile, il n'y a pas que l'achat ou que la vente. Il y a aussi tout l'entretien, tout l'après-vente. Et donc, du coup, finalement, connaître le client qui vient prendre sa voiture, possession de sa voiture qu'il a achetée en ligne, c'est gagner un client pour la fidélisation à l'atelier. Et c'est des belles marges et un beau chiffre d'affaires pour le concessionnaire qui traite bien. Ok, donc c'est du win-win pour l'ensemble. Absolument. Bon, très intéressant comme initiative, on va regarder ça de près, on va suivre ça avec attention. Je voulais ouvrir un autre chapitre, Clémentine, qui est le sujet de la data. Tu en as parlé, donc c'est dans ton périmètre. Aujourd'hui, ça fait déjà quelques années, on entend beaucoup l'importance de la data dans les stratégies. Alors tu sais, chez Auréa, on aime bien être assez pragmatique. Donc moi ma question, c'est de manière très concrète, comment toi aujourd'hui tu intègres la data dans ta stratégie et dans tes opérations au quotidien? On a lancé un appel d'offres il y a 3 ans de cela, avec à la tête un manager de la data, Hyundai, qui a du coup pitché plusieurs agences sur le marché pour trouver en fait la meilleure équipe data pour nous accompagner sur 3 choses. La première, c'est mettre en place finalement une roadmap data qui nous permettra en 4 ans de collecter, d'harmoniser, de scorer, de segmenter, de piloter à la valeur et de mesurer l'ensemble de nos communications en utilisant la data. Le deuxième objectif de cette équipe-là, c'est ensuite de piloter ce scoring et cette activation à travers d'une CDP qui nous était arrivée par le global, mais sans forcément de cas d'usage derrière, parce qu'ils ne sont pas concrètement dans une filiale avec les besoins business. Donc CDP, Customer Data Platform, pour les néophytes. Qui est aussi un des buzzwords qui va souvent avec data, mais ce sont souvent des Rolls, d'ailleurs au prix d'une Rolls. Mais en fait, si derrière on n'a pas la maturité pour pouvoir les utiliser et savoir à quoi ça va servir, en fait, c'est inefficace au possible. Donc, l'objectif, c'était aussi de savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Je ne savais pas que tu allais citer d'autres marques de voitures, du coup, dans le... On y arrive. C'est pas un concurrent direct encore. Et puis, le troisième enjeu, c'était d'évangéliser. Parce que la data, elle ne doit pas rester au service du marketing. La data, elle sert en fait nos prises de décision, business ou alors financière. Parce qu'en fait, en pilotant à la valeur, on va pouvoir du coup avoir une démarche un peu de prospection, de planification de nos opérations et de résultats à venir, soit d'un point de vue commercial, soit d'un point de vue financier. Tu as employé un mot que j'aime bien qui est le mot de cas d'usage. Donc, ouais. C'est-à-dire que tu pars du besoin métier, tu te projettes tout de suite dans un cas d'usage plutôt que de partir de l'outil. Aujourd'hui, tu peux nous partager des cas d'usage un peu marquants que tu as mis en place? Ouais. Déjà pour tous, et encore une fois, je veux vraiment rester la plus humble possible. Il y a 3 ans, j'arrêtais pas de dire à tous mes rendez-vous, non mais explique-moi ce que c'est un use case, parce que tout le monde parle de use case. Moi, je sais briefer, implémenter, débriefer, mais la notion d'établir un use case pour avoir un retour, c'est quand même quelque chose qui est arrivé un peu nouveau pour les CMO. Et en fait, le sujet, c'est de dire qu'est-ce que je veux apprendre. C'était mon point de départ. Et donc, en fait, à force de poser la question, les équipes data en sont mis en route en disant bah oui, alors si tu veux apprendre ça, pas de problème, il faut qu'on ait ça. Il faut qu'on collecte comme ça, il faut qu'on score et ensuite on va implémenter des cas d'usage. Quelques exemples très simples, je vais prendre d'un côté la partie CRM, de l'autre la partie média et ensuite digital. D'un point de vue CRM, en fait, maintenant on a
des cas d'usage data qui nous permettent de prédire des scores de renouvellement ou le next best action du client, qui soit, encore une fois tout à l'heure, j'en parlais, sur l'achat d'un véhicule ou sur la réparation, l'entretien, le changement de pneus, etc. Donc, ils ont mis en place vraiment une machine de guerre et qui nous a permis de passer d'un marketing saisonnier à la prévente à un marketing prédictif, où maintenant, avec ce cas d'usage-là, on a différentes populations scorées et on a des campagnes en continu qui tournent en fonction du score du client, qui va lui apporter potentiellement de l'information sur un véhicule électrique ou un véhicule SUV hybride, ou le changement de ses plaquettes de frein, ou la révision de sa voiture, ou le contrôle technique, etc., etc. Et donc, en fait, ça a complètement révolutionné nos équipes CRM qui, maintenant, en continu, ont des campagnes qui tournent et qui le mesurent, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Un autre exemple, c'est sur la partie média, on a un score aussi d'appétence électrique qui a été créé par les équipes, ou un score de deuxième véhicule possédé dans le foyer, pour pouvoir aller chercher de l'achat sur une population qui est prête qui a l'air d'avoir un comportement prêt à l'électrique, ou prêt à acheter un deuxième véhicule. Et ça tombe bien, on a Inster, petit véhicule électrique, qui correspondrait à leurs besoins. Et ça, du coup, ce score, il permet quoi après d'avoir une audience ultra qualifiée? Exactement. Et puis ensuite, de faire le setup des campagnes d'acquisition. Comme l'équipe programmatique est internalisée à Hyundai et qui fait partie de notre agence intégrée qui s'appelle InOcean, en fait, les équipes sont là au service de Hyundai. On n'est plus dans une logique de productivité où la personne fait des setups à l'heure. Pas du tout. En fait, ils sont là, incentivés de la même manière que nous sur les résultats de l'entreprise et du coup, vont piloter en fonction de ces scorings-là pour aller chercher des prospects qui ressemblent à cette population scorée. Ok, alors je fais peut-être juste une digression. Vous avez internalisé la partie média? Ouais. Toute l'acquisition, que le programmatique? Le programmatique aujourd'hui, okay. avec la particularité des entreprises coréennes, c'est qu'ils ont souvent leur agence intégrée. Beaucoup connaissent Samsung comme exemple. C'est pareil pour Hyundai et pour Kia. Nos cousins, ennemis jurés, mais c'est nos cousins. Et en fait, on a la même agence intégrée qui s'appelle InOcean et qui, partout où il y a des filiales Hyundai et Kia, il y a une filiale InOcean. Et cette agence intégrée a, depuis 2 ans et demi, pris la responsabilité de l'achat programmatique pour nous, avec des équipes qui viennent dans nos bureaux aussi, qui sont managées par le manager de la communication et qui vont du coup comprendre les enjeux business chaque trimestre, chaque mois, chaque semaine, et vont aller opérer les campagnes pour être le plus dans la conversion sur le business. Ok, et donc InOcean, c'est une question de néophyte, mais c'est une filiale de... Ça appartient à Hyundai Motor Group. Ok. Ouais, tout à fait. Et tout en haut d'InOcean, c'est la sœur de notre executive chair, donc c'est... très malin de leur part. Et donc, du coup, le business reste en famille. Il est opéré. C'est-à-dire que la stratégie, en fait, donnée par le groupe Hyundai arrive dans les mains d'InOcean Worldwide, qui ensuite déploie ça au niveau européen et en filiale pour nous. Ça nous permet franchement d'avoir une équipe ultra réactive, agile, qui nous connaît par cœur et qui, du coup, on ne perd pas de temps à repitcher, à rebriefer. Et c'est une équipe qui est complètement dédiée, du coup, à la réussite de ces 2 marques, Hyundai et Kia, partout dans le monde. Ah, c'est canon comme modèle. Ça me fait penser un petit peu à cette tendance où on voit aujourd'hui de plus en plus d'équipes qui sont hybridées, avec des équipes, t'as plus l'agence d'un côté, la marque de l'autre ou l'annonceur de l'autre, t'as des équipes qui s'hybrident, qui travaillent ensemble, qui bossent dans la même direction autour d'une même table. Là, moi, ce que je vois, c'est que c'est le step d'après. Là. Ce que vous avez fait, c'est carrément une filiale là-dessus. C'est hyper malin. On a parlé de mesures, avec notamment la mesure Drive to Store, en tout cas en concession. J'imagine qu'avec une orga data dont tu nous as parlé, la mesure, c'est quelque chose qui est au cœur, sur lequel vous êtes allé assez loin. Vous avez mis quoi en place, par exemple? En fait, et ça fait partie des cas d'usage. Okay. En fait, qu'est-ce que je veux apprendre, c'est finalement comment est-ce que l'argent qu'on investit, il contribue finalement aux ventes réalisées. Parce que... qu'est-ce qui vient du marketing, qu'est-ce qui vient du commerce, qu'est-ce qui vient du vendeur, qu'est-ce qui vient du travail qu'on a fait sur le long terme, qu'est-ce qui vient de la télé, par exemple. Et donc, on a monté un gros travail de collecte de la donnée
venant de plein de sources différentes pour pouvoir ensuite avoir un modèle de mesure qui soit costaud. Et après 3 ans, donc pour ça je parle beaucoup du mot humble, ça prend du temps, hein, entre la grande idée de moi je veux savoir comment on contribue aux ventes et ça y est c'est possible, il s'est passé 3 ans quand même de temps, ils n'ont pas chômé pour autant. En fait aujourd'hui on a un système de mesure qu'ils ont appelé AIM, donc Intelligence Artificielle Measurement, l'idée c'est de pouvoir avoir une mesure qui utilise la donnée déterministe, probabiliste et le MEM, donc Media Mix Modélisation. Et en fait, avec ces 3 façons de mesurer l'investissement fait tous les mois sur chacun des leviers, qui soit owned, qui soit paid, qui soit média, qui soit CRM, et les ventes réalisées dans le réseau après 30 jours, on peut voir en fait quel a été le bon levier qui a amené cette vente-là. Et éviter le risque d'attribuer une vente au dernier clic. Et j'ai pas nommé de partenaire, mais voilà, parce qu'effectivement, on se doute bien qu'une partie va arriver sur les leviers performance, mais a priori, s'ils sont arrivés jusque-là, c'est que potentiellement, ils ont été touchés par d'autres leviers, type télé, que nous, on utilise et qu'on investit dans une logique de drive to lead ou drive to store, et pas vraiment dans une logique de branding, choix pris par la marque et compte tenu de nos investissements. Donc, là aussi, la télé a sa place à jouer dans les ventes réalisées. Et à travers cette mesure qu'on a menée, eh bien, on est capable de le faire. Et la petite anecdote, c'est qu'il y a le meeting préféré de mon président chaque année. C'est le meeting MMM annuel que l'on mène souvent au moment du brief de l'année parce que pour lui, c'est une manière aussi très rationnelle de voir comment est-ce qu'on a bien, moins bien investi tout au long de l'année et aussi comment est-ce que finalement on crée des effets de halo en investissant sur un modèle mais qui crée finalement du business sur un autre modèle. Ça pour lui, c'est extrêmement intéressant et ça permet ensuite de piloter nos décisions tout au long de l'année et d'allouer le bon budget au bon modèle en fonction de nos enjeux. Ok, et ça, moi j'ai l'impression que vous êtes plutôt avancé là-dessus. Là, quand je t'entends, vous êtes assez avancé dans l'industrie pour avoir cette vision si précise de la contribution des leviers. J'ai eu un petit passé dans un groupe média, j'étais chez WPP avant, donc j'ai vu passer un certain nombre de MMM. Je trouve qu'il y a une bonne sophistication là, dans ce que tu décris. Je regarde toujours de près, j'ai toujours peur qu'on soit rattrapé ou qu'on soit dépassé. Là, avec ce que l'on mène maintenant, après 8 ans de MMM, c'est ce que l'on mène là avec AIM, ouais, ça nous permet de garder ce petit coup d'avance et surtout d'être plus agile, hein, parce que à la limite, me comparer par rapport à mes concurrents, c'est toujours... vérifier qu'on ne se laisse pas dépasser. Il y a tellement d'innovations tous les jours, de changements d'algorithmes qu'il faut être toujours au cœur en fait, de ces nouveautés-là. Mais surtout, ça nous permet d'être ultra réactifs. Et mon seul objectif, c'est qu'on continue à vendre plus de voitures que Fiat, que Ford, que Nissan, que Seat. Enfin, l'ensemble des marques importées de notre environnement. Aujourd'hui, on en vend plus qu'eux. Et ça, c'est possible parce qu'on contribue mieux au business. Donc, la seule raison d'être de l'équipe marketing, c'est quand même de contribuer au business et au business rentable. Et donc après, tant mieux si on le fait mieux et différemment ou de manière plus efficace ou plus mesurée que la concurrence. Moi, ça me donne envie d'ouvrir peut-être un 3e chapitre qui est du coup qui est l'IA. On en entend parler à peu près 12 fois par jour. On est d'accord. Aujourd'hui, l'IA, c'est quoi pour toi chez Hyundai ? C'est une réalité, c'est un truc, c'est une curiosité, c'est quoi ? Alors, bon, c'est vrai que tu as raison, c'est un vrai buzzword et on a tous envie et on te parle tous de data et ensuite d'IA tout de suite après. Et les équipes aussi, etc. Puis même dans leur vie personnelle, ils lisent beaucoup de choses autour de ça. D'un point de vue très rationnel, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'IA dans nos outils, dans nos technos, que ce soit dans le setup des campagnes, que ce soit dans la data engineering, etc. On a beaucoup d'IA qui tournent en fait tous les jours et qui travaillent mieux que l'humain et qui nous permettent de faire beaucoup plus de choses. Donc finalement, c'est une réalité encore sur l'ensemble des outils qu'on utilise aujourd'hui pour piloter l'activité. Ensuite, quand je regarde un peu l'appétence à l'IA et ce qu'on pourrait en faire concrètement, là, on sort tout juste du recueil de besoins de formation des équipes. Et sur les 30 personnes de l'équipe marketing, j'en ai 70% qui m'ont écrit spontanément, qui souhaitaient une formation autour de l'IA. Alors, il y a ceux qui souhaitent prompter, il y a ceux qui souhaitent faire de l'automatisation, il y a ceux qui souhaitent mieux comprendre l'IA, il y a un peu de tout.
Mais c'est une vraie réalité, c'est qu'ils se rendent compte que s'ils ne prennent pas en main ces nouveautés, alors peut-être qu'ils vont perdre du temps, ou alors peut-être qu'ils vont juste être finalement assez poussiéreux, alors que d'autres vont arriver avec cette connaissance-là qui vont leur permettre d'être plus efficaces. Ce qu'on a décidé là, pour l'ensemble des collaborateurs, Hyundai, donc c'est une vraie décision prise par notre président, c'est de former l'ensemble des collaborateurs à l'IA. Et donc, on va mener là, à la fin du premier semestre, une formation collective par groupe pour expliquer ce qu'est l'IA, les enjeux, comment prompter, parce que finalement, c'est un vrai enjeu, c'est comme un brief. Donc, plus ton prompt est précis, plus ton IA est performant, mais ça ne va pas l'un sans l'autre. Les outils qu'on a à disposition par le groupe et les contraintes données d'un point de vue sécurité par les outils. Et puis ensuite, on va les faire travailler sur leur propre cas d'usage, leurs propres besoins, sous forme de promptathlon. Et donc, la fait travailler... C'est la version IA de l'hackathon, c'est ça ? Exactement, exactement. Et finalement, les faire travailler sur des cas qui les concernent directement pour que le soir, après cette formation-là, ils rentrent et ils disent « ça y est, j'ai mon IA qui travaille pour moi. Ça y est, je vais mettre plus que 30 minutes pour faire ce rapport que je faisais en 2 jours. » Ou ça y est, avec ça, je vais aller un cran plus loin dans les rapports ou dans mes présentations PowerPoint ou que sais-je. Mais en tout cas, que ça réponde à leurs enjeux d'efficacité et encore une fois, tourner sur le client et sur les attentes qui évoluent tout le temps. Du coup, c'est intéressant de voir que tu as déjà, là on est en 2025, tu as déjà 70% de tes équipes là, qui sont hyper demandeuses là-dessus. Je ne sais pas si tu as entendu, je crois que c'était le mois dernier, c'était le président de Shopify au Canada qui a dit maintenant, on va être une AI first company, et donc avant d'embaucher, on va se demander si l'IA peut pas le faire pour nous. T'en penses quoi, toi, de cette phrase ? Certainement que sur certains métiers, ce sera encore possible. La blague que je dis souvent aux équipes, c'est que l'IA a été inventée pour des marketeurs, donc vous en faites pas que ce sera pas au marketing que l'IA prendra la place au départ. Non, mais c'est un peu sous forme de blague. Pourquoi pas ? Je pense qu'on n'est pas encore à ce niveau de maturité-là, mais c'est comme tout. Il faut être prêt. Il faut aussi savoir les risques de l'IA. On avait quand même, dans le passé... on s'était dit, en fait, que l'IA allait remplacer les commerciaux, allait remplacer les relations clients, allait remplacer les directeurs créa. Bon, donc, toutes ces populations peuvent avoir des craintes, etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça amène plus de réflexion et de valeur ajoutée au travail de l'humain. C'est ça qui est le plus intéressant. Et aujourd'hui, de ce que je vois, on n'est pas encore tout à fait mature pour certains points. Mais en revanche, c'est faire gagner du temps de cerveau disponible aux équipes en leur faisant faire à l'IA des tâches à non-valeur ajoutée. Ça, c'est un vrai sujet de société. Ça promet des belles discussions autour du feu ou dans la voiture, je ne sais pas. On est qu'au début et effectivement, on voit que le sujet est vraiment en train de poser pas mal de questions sur du coup le rôle, la place de l'esprit critique, la capacité des équipes aussi à avoir leur propre avis, l'uniformisation dans la création de contenu, etc. Donc on est au tout début et donc on va voir aussi comment ça évolue. Moi, c'est un sujet que je trouve passionnant. Je voulais conclure cet épisode, Clémentine, avec quelques questions peut-être un peu plus personnelles, si je puis dire. Tu nous as raconté plein de choses hyper intéressantes. J'espère que ce sera ressenti de cette manière par nos auditeurs et nos auditrices. C'est quoi, toi, aujourd'hui, ta fierté personnelle sur ce que tu as mené depuis que tu es à la tête du marketing chez Hyundai ? Ma fierté personnelle, mais je vais associer ça aux équipes parce qu'on n'est rien tout seul. Vraiment, on n'est rien. Moi, je le dis souvent aux équipes, on n'avance pas sans une équipe qui est soudée, sans une équipe qui est impliquée. Donc, charge à moi de donner une direction, mais j'ai la chance d'avoir une équipe qui est impliquée derrière. Ma plus grande fierté, c'est que chez Hyundai, il n'y a pas de friction entre le commerce et le marketing. C'est-à-dire que l'un contribue à l'autre. On peut se parler avec des désaccords. On peut... se challenger les uns et les autres, mais en revanche, on n'est pas l'un contre l'autre. Et le travail qui est mené par les équipes est fait en faveur du business, ce qui amène aussi une certaine sérénité dans le travail des équipes commerciales qui ensuite doivent atteindre l'objectif de vente. Donc ça, c'est ma plus grande fierté. C'est pas toujours le cas, on le sait, entre le commerce et le marketing, il y a des éternelles batailles, et c'est pas le cas chez Hyundai, et c'est très plaisant à vivre.
C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on entend tout le temps et je trouve ça merveilleux de pouvoir le souligner. Et c'est vrai que quand ça bosse main dans la main, il se passe des choses assez incroyables. Moi, j'ai senti que tu fais plein de trucs, Clémentine. T'as une énergie débordante. Je pense que ça se sent et c'est très positif quand je dis ça. C'est quoi ton secret pour arriver à faire tout ce que tu fais dans la journée ? Qu'est-ce que tu fais ? Bon, je sais pas si j'ai un secret. En tout cas, moi, j'ai été élevée avec, en tout cas, une consigne qui m'est donnée depuis toute petite, c'est faire attention à son équilibre. Et finalement, c'est important de toujours équilibrer son temps, son énergie, sa passion entre le travail, la famille, les amis et les loisirs. Et donc, c'est pas toujours évident, hein, mais c'est une ligne de conduite que je me donne. Et pour pouvoir avoir effectivement, comme tu dis, peut-être cette énergie au travail aujourd'hui, mais cette énergie ce soir avec mon fils ou ce week-end avec ma famille et mes amis. Je pratique le sport, le running, etc. Mais en fait, le sujet, il est plus dans l'équilibre qu'on donne à tout ça, plutôt que sa routine donnée ou le sport pratiqué. Ok, beau partage. Merci pour ça, Clémentine. J'ai une dernière question, Clémentine. C'est quoi le futur de l'automobile pour toi dans 10 ans ? Pas facile, celle-là. Non, pas facile. C'est un scoop qu'on va avoir. Mon fils répondrait, bon, alors quand est-ce qu'elle arrive, ta voiture volante, maman, depuis le temps que tu m'en parles ? Je lui dirais peut-être dans 10 ans qu'elle arriverait. Il y a un vrai sujet autour à la fois de la facilité d'acheter une voiture, de consommer la mobilité, et puis aussi, finalement, de pouvoir y renoncer. Et donc, on voit bien que finalement, l'achat standard semble être un peu bousculé par certains acteurs, par aussi les attentes du consommateur d'un point de vue digital. Et donc, je pense qu'on va arriver avec des marketplaces bien plus fortes d'ici 10 ans. Et donc, cette capacité de pouvoir finalement rendre sa voiture, en racheter une autre sur des plateformes digitales. Et la valeur de la marque va être encore plus importante au démarrage, parce que finalement, après, ce sera moins le cas. Ça fera moins la différence. Et puis, le deuxième enjeu ensuite, c'est de pouvoir proposer de la flexibilité dans la consommation automobile. On est en train de tester certaines choses avec une marque ombrelle qui s'appelle Mocean, mais finalement de pouvoir louer à la journée, à l'heure, à la semaine, mais pas le week-end, ou inversement. Une petite voiture, mais pas pour 15 jours de l'année, où je veux plutôt une plus grosse voiture. Cette notion de flexibilité, elle va être clé pour pouvoir faire face justement à un certain renoncement qui arrive d'une population plus jeune, plus urbaine aussi, et qui, du coup, a grandi avec cette capacité à ne pas avoir de voiture. Moi, je te le disais tout à l'heure, je suis venue en voiture dans Paris et j'adore rouler, et donc je me déplace qu'en voiture, mais potentiellement, il y a des populations un peu plus jeunes qui, finalement, ont grandi différemment et avec les alternatives qu'offre aujourd'hui une mobilité urbaine. J'essaie de ne pas être trop parisienne dans mon approche. Il y a encore beaucoup de Français qui ont besoin de mobilité qui leur est propre, et on parlait tout à l'heure de liberté. Mais il y a de plus en plus de grandes villes qui mettent en place du coup des flux de déplacement alternatifs à la voiture. Ok, rendez-vous dans 10 ans alors. C'est ça. Parfait. Clémentine, merci infiniment pour ton temps et pour le partage. Ça fait un plaisir. Et je te souhaite une très bonne journée. Merci.